Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me permets de prendre la parole pour expliquer une situation pour que chacun de nous regarde la situation sous un angle différent et y apporte son analyse sur la question. Il s'agit de la guerre qui a été déclenchée, qui a fait occuper le nord du Mali par des groupes rebelles de manière successive, de telle manière que ça a fait poser des questions à ceux qui s'intéressent de près à l'Afrique. Les premières informations que nous avons eues quand le Mali a été attaqué par des rebelles, c'était dit au début que ce sont les Touaregs, la plupart revenant donc de Libye, où ils étaient des soldats avec des armes de la Libye, ont donc commencé à poser le problème de leur situation sociale politique dans le Mali. Pendant que ce groupe qui revenait donc, et le groupe le MNLA, si je ne me trompe pas, le mouvement national de lutte pour l'Azawad, prend aussi les armes et déloge le premier groupe. À la grande surprise de tout le monde, ACMI et un autre groupe viennent déloger encore cet autre groupe dans certaines villes du Mali pour imposer la charia. On voit donc que le problème a eu des phases successives qui font interroger ceux qui sont férus de la compréhension des problèmes de ce monde. Malgré ces différentes successions d'attaques de différents groupes, il a été conclu à Alger des accords. Des élections ont eu lieu en 2013-2012, je ne me rappelle plus trop, mais il y a eu des élections qui ont donné la victoire à Ibeka, comme on l'appelle. À ma grande surprise, pendant mes recherches sur cette guerre du Mali, j'ai d'abord cherché les événements qui ont eu lieu en Afrique pour les mêmes périodes, que ce soit des événements économiques, c'est-à-dire des contrats, que ce soit des élections, que ce soit des guerres et autres. Et je trouve que Areva, ce grand groupe français qui extrait l'uranium déjà au Niger, a créé un autre groupe, sous-groupe qu'on appelle BRIC. Et donc, ce sous-groupe, en décembre 2014, a réussi à obtenir un marché en Chine pour 4 réacteurs qu'ils doivent construire pour l'énergie nucléaire pour la Chine. Mes recherches continuent, je trouve que le Niger ne produit que 5 000 à 6 000 tonnes maximum d'uranium à Areva. Mais quand on regarde l'histoire de près et qu'on nous dise que le premier groupe vient de Libye pour rentrer au Mali, alors que le Mali ne fait pas frontière avec la Libye, mais plutôt avec l'Algérie. C'est le Niger qui fait frontière avec la Libye. Ce qui m'a étonné donc, c'est comment a eu la progression de ce groupe depuis la Libye jusqu'au Mali. On dit qu'ils sont passés dans le sud de l'Algérie. C'est possible. Mais revoyons l'histoire sous notre angle. On a découvert, dans cette zone où se trouvent actuellement les rebelles qui occupent le nord du Mali, toute cette bande jusqu'au Niger à Agadez, où on extrait l'uranium, on a découvert de gros gisements d'uranium, de pétrole et d'or. Pour ceux qui me suivent, ils savent très bien que j'ai eu à dire que les bases militaires que nous avons acceptées en Afrique sont des bases qui servent à la recherche des ressources des pays dans lesquels sont installées ces bases. Donc, dès que les Français ont compris que ce sol, cette zone, contenait justement tous ces minéraux dont ils ont besoin, ils ont maintenant prévu donc d'engager des négociations avec des compagnies chinoises d'électricité pour justement leur fournir l'énergie nucléaire. Et on sait tous que la France ne produit pas d'uranium. On sait tous que la France prend son uranium en Afrique pour alimenter sa propre turbine, ses réacteurs nucléaires pour produire l'énergie. Donc la Chine, une société chinoise qu'on appelle China Nuclear Power Engineering, donc signé un grand contrat en 2014, en décembre, avec Areva BRIC. Et BRIC a été constitué par Areva lui-même. C'est une co-entreprise qui a été créée en 2011 par Areva. Et c'est cette entité qui est chargée de
construire les réacteurs ou d'instrumenter le cœur des réacteurs des centrales nucléaires. Quand on voit toutes les dates ensemble, Areva crée BRIC, qui devient une co-entreprise chargée donc de faire le côté construction d'industrie, donc pas extraire de l'uranium, mais prendre l'uranium extrait par Areva pour construire les centrales nucléaires, les alimenter. Dès la chute de Kadhafi, ils créent eux-mêmes en 2011 cette co-entreprise. C'est pas bizarre, il faut lire les choses entre les lignes. Quand Kadhafi tombe, les mêmes Français incitent un des colonels Kadhafi qui était Touareg du Mali, d'après ce qu'on nous dit, de venir reprendre sa place au Mali, car il n'a plus d'avenir en Libye. Il vient donc avec ses troupes. En 2012, les accords commencent et autres. Les problèmes commencent. Il y a un coup d'État, ensuite des élections. Mais on se rend compte que quand on remet tout en ordre chronologique, Areva crée sa compagnie pour faire les constructions quand on a fini d'éliminer Kadhafi. Comme quoi, comme si on savait qu'on allait avoir besoin de venir occuper le nord du Mali, alors on peut commencer à négocier les contrats avec les Chinois, car maintenant, on a pris possession d'un autre endroit où on peut extraire l'uranium. On pourra donc faire face sans problème à la demande chinoise. La France est le second pays au monde producteur d'énergie nucléaire, mais n'a pas d'uranium. Si les Chinois donc sont capables de passer un marché à Areva pour avoir des turbines nucléaires, on voit donc bien que, à part la démagogie et la méchanceté, rien n'empêche Areva de faire pareil au Niger. Tous ces groupes qui sont constitués de terroristes, de rebelles, normalement devaient être chassés par l'opération française. Mais on se rend compte que l'opération française ne chasse pas les rebelles. Ils sont toujours ancrés aux mêmes endroits et ils ont étendu même leur influence ou bien leurs actions sur le nord du Burkina, frontière avec le Mali et le Niger. Mes chers amis, ne nous blaguons pas. Quand on suit tout, on comprend bien que Ibeka veut modifier la constitution pour rester au pouvoir, car son deal avec la France sur le du Mali, il ne peut pas l'abandonner après un seul mandat. Raison pour laquelle il tente de modifier la constitution. Mais on se rend aussi bien compte que nous-mêmes, on n'apprend pas à protéger nos ressources en votant des personnes qu'on sait qui ne vont pas nous aider. La France a organisé tout ce scénario de terroristes pour s'installer dans cette zone dans le but d'exploiter l'uranium, de compléter ce qu'ils vont prendre au Mali avec ce qui est avec le Niger, pour maintenant avoir une plus grande possibilité de produire sur le marché mondial une grande quantité d'énergie nucléaire. Et nos présidents ne réclament jamais d'avoir avec eux une énergie nucléaire qui va solutionner beaucoup de problèmes. On dit ceci parce que il n'y a pas longtemps, j'ai fait 2 vidéos sur Bolloré les rails en Afrique, où ils sont allés construire 180 km de rails ou 140 entre Niamey et Dosso, frontière du Bénin. Et les pluies qui tombent actuellement sur le Niger ont inondé le chemin de fer qui fait que c'est devenu impraticable. Mais les médias n'en parlent pas. Si c'est les Chinois qui avaient fait ce même travail et c'était arrivé, depuis les réseaux se sont remplis de c'est du Shintok. Je vais essayer de vous expliquer quelque chose peut-être qui échappe aux gens. Bolloré est une compagnie écran devant des consortiums. J'ai fait mes recherches sur certains groupes. Le plus grand groupe qui détient la plus grande part de Bolloré n'a même pas de site web disponible, à moins de passer par des techniques avancées pour avoir accès à leur site web. Il y a une société aussi qui finance Bolloré et qui est aujourd'hui possesseur de 187 000 hectares d'EVA en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Cameroun, un peu partout. Mais pourtant, quand on est en Côte d'Ivoire, pour nous, c'est la SAPH qui détient les plantations d'EVA. Non, c'est un groupe qui finance Bolloré qui a ce contrat. Donc, nous, on ne fait que planter, produire pour eux.
Comment faire toutes nos matières premières justement. Ce qui m'a un peu semblé bizarre cette affaire, Boko Haram est installé au Nigeria, fait des incursions au Tchad et au Cameroun. Mais personne ne se préoccupe de les déloger alors que ce Boko Haram viole tout le temps les droits de l'homme ou met en péril les citoyens civils. Mais l'OTAN, jusqu'à présent, fait comme s'il n'existe aucun groupe terroriste sur le sol du Nigeria. J'ai commencé à donc chercher à comprendre qu'est-ce qui peut motiver cet abandon pour cette tragédie qui a lieu au Nigeria. J'ai reçu des vidéos, j'en ai moi-même trouvé, où je vois des soldats de l'armée du Nigeria fuir avec des pistolets devant une avancée de Boko Haram. Pourtant, ce même Nigeria dit être le plus grand pays armé de l'Afrique de l'Ouest, raison pour laquelle ils sont sollicités régulièrement pour déloger un président qui ne peut pas quitter le pouvoir. Ma question est, quelles sont les vraies relations entre le gouvernement fédéral du Nigeria et Boko Haram pour que Boko Haram ne soit pas inquiété malgré tous les crimes que ce groupe commet? Je continue encore mes recherches et je trouve que la France a bien plus de relations commerciales avec le Nigeria qu'avec les pays francophones. Et la France n'a jamais considéré Boko Haram sur le plan pratique comme un groupe terroriste armé. Quand vous décidez de combattre AQMI au Mali, alors que Boko Haram s'est aussi allié à ISIS et AQMI, ça veut donc dire, en logique, que Boko Haram doit aussi être dans le viseur de la France. Ils sont au Mali depuis 2012, si je ne me trompe pas. Nous sommes en 2017. On n'a pas encore reçu de la France une preuve qu'ils font des combats au point que les rebelles sont obligés de fuir. Avec tout l'arsenal militaire qu'ils ont, si les Français le veulent, ils peuvent déloger les rebelles de là où ils sont. Mais la présence des rebelles justifie leur présence militaire, qui leur permet d'exploiter l'uranium sans passer par le marché mondial et d'ajouter cette production à celle du Niger pour présenter cette production comme étant la production de la France en uranium et donc pouvoir, avec cette quantité récoltée en Afrique, pouvoir passer les marchés avec les autres pays. L'Afrique, je sais qu'un jour ça peut aller, mais il faut que ça commence à changer. Donc, révoter IBK après devient une faute même des Maliens, car ils savent maintenant qu'ils travaillent pour la France. Malheureusement, c'est comme ça. Nos présidents, quand ils sont pas au pouvoir parfois, ils disent, je vais sortir du CFA, je vais faire cela. Mais malheureusement, dès qu'ils sont élus, on les demande sur le CFA, ils disent, oui, c'est une bonne chose. Eux seuls savent pourquoi c'est une bonne chose. Et quand ils viennent de dire que le CFA est une bonne chose, ils font trois choses rapidement. Changer la constitution ou faire une nouvelle constitution, faire modifier l'économie et être un dictateur en économie, c'est-à-dire passer tous les marchés à ce groupe Bolloré au détriment des Africains qui peuvent faire le même travail. Et enfin après, chercher à éliminer tous les opposants en les mettant en prison, comme ce qui arrive au Sénégal. Sur ce, je vous laisse méditer sur la question pour qu'on sache ensemble ce qu'il faut faire pour sortir ces pays africains de la mainmise de la France. Ces populations souffrent aujourd'hui, c'est eux qui vont en Italie par la mer, les Maliens, les Ivoiriens et autres. Tous ces pays qu'on dit être des pays stables, qui ont l'appui de la France, qui ont des économies fortes, ce sont ces pays-là dont les jeunes vont mourir dans l'eau. Repensons notre développement.
Si la Chine est capable de faire signer un contrat pour alimenter ses turbines nucléaires, ça veut donc dire que Areva aussi peut passer des contrats avec des gouvernements africains pour construire des turbines nucléaires. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine et à bientôt, si Dieu le veut.